19h30 en Côte d'Ivoire, bienvenue à tous dans la grande édition de ce samedi 25 avril. On l'ouvre avec l'actualité de ce lundi. Le stade Amadou Gon Coulibaly de Korogo a abrité ce samedi une cérémonie d'hommage des populations du district des Savanes au chef de l'État Alassane Ouattara. Face aux milliers de personnes mobilisées dans l'enceinte sportive, le vice-président de la République Tiemoko Meïlé a vanté les actions de développement du président ivoirien dans la région. On suit ensemble. De toutes les contrées du district autonome des Savanes, les populations ont afflué ce samedi 18 mai au stade Amadou Gon Coulibaly de Korogo pour célébrer les actions de développement menées par le gouvernement ivoirien sous le leadership du président Alassane Ouattara. Lors de son adresse aux populations à l'occasion de cette cérémonie d'hommage du chef de l'État, le vice-président Tiemoko Meïlé a rappelé les investissements consentis par le gouvernement sous l'impulsion de l'actuel dirigeant ivoirien en termes d'infrastructures économiques et sociales au bénéfice des populations. Chère population du district autonome des Savanes, le bilan du président Alassane Ouattara montre l'ampleur des réalisations qui ont complètement changé le visage de notre district. A soutenu Koné Meïlé, toujours à en croire le vice-président, Alassane Ouattara est déterminé à poursuivre son œuvre de développement en faveur de la Côte d'Ivoire. Il a par ailleurs mis l'accent sur les ambitions du numéro 1 ivoirien pour la jeunesse. L'actualité sur le continent était aussi dominée par le putsch manqué en RDC, République démocratique du Congo. Dans la nuit de samedi à dimanche, un groupe d'insurgés visiblement déterminés à restaurer l'ancien air se sont brièvement emparés du palais présidentiel à Kinshasa avant d'être délogés quelques heures plus tard. Retour sur les événements avec la rédaction de TV5 Monde. Il est un peu plus de 4h30 du matin lorsque l'assaut est lancé en plein cœur de Kinshasa. En tenue militaire, équipés de gilets pare-balles et de nombreuses armes à feu, des dizaines de personnes entrent de force dans le palais de la nation et proclament l'avènement du nouveau Zaïre. Cette insurrection, retransmise en direct sur les réseaux sociaux, est dirigée selon les autorités par Christian Malanga, un ancien officier, politique et homme d'affaires installé aux États-Unis, qui affirme lutter depuis des années contre le régime de Félix Tshisekedi. Félix, you out! Félix, dégage, you out! Un peu plus tôt dans la nuit, lui et ses hommes ont tenté de pénétrer dans la résidence de Vital Kamerhe, grand favori au poste de président de l'Assemblée nationale et ancien chef de cabinet du dirigeant Tshisekedi. L'attaque a fait 3 morts et plusieurs blessés. L'armée congolaise affirme que la situation est désormais sous contrôle. Une tentative de coup d'État a été étouffée dans l'œuf par les forces de défense et de sécurité. Cette tentative a impliqué des étrangers et des Congolais. Ont été mis hors d'état de nuire, leurs chefs y compris. Selon l'armée congolaise, le fils de Christian Malanga, qui assistait son père pendant l'assaut, ainsi que plusieurs ressortissants étrangers ont été arrêtés. Les autorités ont promis de revenir plus en détail sur cette affaire avec des images à l'appui. Terminons avec l'actualité de ce lundi par cette hache de guerre qui semble définitivement enterrée au Soudan du Sud entre le gouvernement et les groupes rebelles. Le 16 mai dernier à Nairobi au Kenya, les différentes parties ont formalisé un accord au thème d'une médiation menée par un collège de chefs d'État de la région. Le compte rendu de la rédaction d'Africa News. Le gouvernement du Soudan du Sud et les groupes d'opposition rebelles ont signé jeudi une déclaration d'engagement en faveur de la paix lors de négociations de médiation de haut niveau au Kenya. Cet accord est décrit comme une étape clé dans les efforts visant à mettre fin au conflit au Soudan du Sud qui a longtemps paralysé le pays. Le contenu de la déclaration n'a pas été rendu public lors de la cérémonie de signature à laquelle ont participé des diplomates et des groupes de la société civile. Le ministère des Affaires étrangères du Kenya a déclaré que les parties belligérantes se sont engagées à mettre fin à la violence et aux hostilités. Pour rappel, les groupes d'opposition rebelles ne faisaient pas partie de l'accord de 2018 qui a mis fin à 5 années de guerre civile au Soudan du Sud.
Ce conflit avait fait 400 000 morts et des millions de déplacés. On arrive à l'actualité de ce mardi. 60 milliards de francs CFA, c'est le montant des fonds levés par la Côte d'Ivoire auprès de la Bourse régionale des valeurs mobilières. Cette levée de fonds vise à financer le raccordement de l'électricité de 800 000 foyers, essentiellement en milieu rural, dans le cadre du programme Électricité pour tous. Les précisions avec la télévision ivoirienne. C'est une bouffée d'oxygène pour le programme Électricité pour tous et une bonne nouvelle pour les populations, notamment rurales, qui attendent toujours de sortir de l'obscurité. Le Fonds commun de titrisation de créances Électricité pour tous 2023-2028 est désormais coté à la Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM. Et cela après l'émission de 6 millions d'obligations qui s'est déroulée du 30 octobre au 20 novembre 2023 avec succès. Ce programme a permis à 1 700 000 ménages d'avoir accès à l'électricité. Donc c'est un programme qui existe depuis 2014. Aujourd'hui, nous passons en titrisation parce que la demande sur le terrain est très forte. Et malheureusement, les moyens de l'État on ne peut pas tous les diriger sur ce programme. Donc il faut trouver d'autres sources de financement, il faut innover sans que ça ne soit sur le poids de l'État. Donc nous sommes venus en bourse chercher cet argent. Il y a eu 60 milliards qui ont été levés, qui permettront d'exécuter 400 000 branchements. Et la phase 2, il y aura aussi 60 milliards qui vont être levés pour exécuter également 400 000 branchements. Donc l'ensemble du programme permettra d'exécuter 800 000 branchements. Donc il y aura 800 000 foyers qui auront accès à l'électricité à moindre coût. Les acteurs de l'écosystème du marché financier sous-régional ont bien accueilli cette opération. Les responsables de la Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM se sont félicités d'accueillir un nouveau titre à la cote. La BRVM encourage les acteurs de l'économie sous-régionale à solliciter le marché financier pour financer les projets structurants de leur économie. Hors de nos frontières à présent au Niger, la junte au pouvoir et le commandement militaire américain sont parvenus lundi à un accord sur un chronogramme pour le retrait des troupes américaines basées dans le pays. Selon les termes convenus, la base américaine installée sur place pour surveiller les activités des groupes terroristes dans le Sahel doit être évacuée au plus tard le 15 septembre. Regardez. Les États-Unis et le Niger ont convenu que les troupes américaines quitteraient le pays au plus tard le 15 septembre 2024. Dans un communiqué commun, les deux pays ont déclaré être parvenus à un accord de désengagement pour effectuer le retrait des forces américaines qui a déjà commencé. Les États-Unis comptent sur le Niger comme base principale pour surveiller les activités djihadistes régionales. L'accord a été conclu à l'issue de négociations marathon entre les deux pays à Niamey. La junte militaire qui a pris le pouvoir l'année dernière a déjà ordonné le départ des troupes françaises tout en se rapprochant de la Russie. Le porte-parole militaire, le colonel Amadou Abdrahman, a accusé les États-Unis d'élever des objections quant aux alliés choisis par le Niger. Les tensions se sont accrues entre les États-Unis et le Niger après le renversement du président élu Mohamed Bazoum l'année dernière. En mars, le Niger a annoncé la fin de son accord militaire avec les États-Unis. En Afrique du Sud, l'ex-président Jacob Zuma ne pourra pas se présenter pour les élections générales du 29 mai. C'est donc dans quelques jours qui sont censés déboucher sur le renouvellement du Parlement. La décision émane de la justice sud-africaine qui invoque une condamnation dont fait l'objet le successeur de Thabo Mbeki depuis 2021 dans son tout nouveau parti en réussit les rangs pour aller à l'assaut du Parlement et ainsi espérer modifier la Constitution. La plus haute juridiction sud-africaine a statué lundi que l'ancien président Jacob Zuma n'était pas éligible aux élections parlementaires de ce mois-ci, et ce en raison d'une condamnation pénale. En 2021, Zuma a été condamné à 15 mois de prison pour ne pas s'être présenté à une enquête pour corruption. Il s'agit du plus haut tribunal du pays et nous ne pouvons pas contester cette décision. Mais c'est à nous, en tant qu'exécutif, de décider quoi faire à partir de maintenant sous la direction de Jacob Zuma. Je pense que cette décision dit essentiellement que le président Zuma n'ira pas au Parlement. Mais la décision du parti MK est simple. Nous recherchons une majorité des 2/3 pour modifier la Constitution. C'est lorsque nous aurons modifié cette Constitution que le président Zuma se présentera au Parlement. Alors, notre devoir, c'est d'y travailler.
Zuma, 82 ans, a été contraint de quitter ses fonctions de président en 2018. Après sa séparation du Congrès national africain ANC au pouvoir, il a fait campagne pour un nouveau parti appelé Umkhonto we Sizwe du nom de la branche armée formée par l'ANC. Dans l'actualité de ce mercredi, c'était les nouvelles révélations sur les performances économiques de la Côte d'Ivoire. Mardi dernier, le ministre des Finances et du Budget, Adama Coulibaly, a indiqué que sur la période 2012-2019, la Côte d'Ivoire a enregistré un taux de croissance les plus élevés d'Afrique subsaharienne, jusqu'à 8,2%. Cette croissance, selon le ministre, a été portée par le dynamisme des secteurs de l'agriculture, de la construction et des services, ceci grâce à la politique de transformation structurelle de l'économie mise en œuvre par le gouvernement. Sur la période 2012-2019, la Côte d'Ivoire a enregistré l'un des taux de croissance les plus solides d'Afrique subsaharienne, cumulant jusqu'à 8,2%. L'information a été portée à l'opinion publique ce mardi 21 mai par le ministre des Finances et du Budget, Adama Coulibaly, à l'ouverture du séminaire de présentation de la stratégie de mobilisation des recettes à moyen terme 2024-2028 au secteur privé et à la société civile. À en croire le ministre, cette croissance stimulée par les secteurs de l'agriculture, de la construction et des services est le fruit de la transformation structurelle de l'économie avec une prise de part plus importante du secteur secondaire. Ainsi soutient le ministre, entre 2015 et 2023, la part du secteur primaire dans le PIB est passée de 18,4% du PIB à 14,4%, tandis que le secteur secondaire est passé de 20,4% à 24,5%. Autre élément décisif ayant gonflé les chiffres de la croissance, la multiplication des chantiers d'infrastructures structurantes contribuant à la modernisation de l'économie nationale. Toujours dans l'actualité de ce mercredi, on vous parlait de santé avec cette rencontre des spécialistes de la médecine traditionnelle le vendredi 17 mai à Abidjan face au scandale sur la qualité de certains produits dont l'aphrodisiaque atoté récemment interdit sur décision gouvernementale. Les tradipraticiens ont décidé de veiller au respect des normes en matière de fabrication de médicaments traditionnels. Après l'interdiction du produit aphrodisiaque atoté par les autorités sanitaires, les spécialistes de la médecine traditionnelle se sont réunis en urgence ce vendredi 17 mai dans le quartier des affaires du Plateau. Il s'agissait pour les tradipraticiens venus de toutes les régions de tabler sur les moyens de mettre de l'ordre dans leur rang et surtout de proposer des produits aux normes. La médecine traditionnelle étant incontournable dans la prise en charge sanitaire des populations, Dr Danogo, pharmacienne et représentant de l'autorité ivoirienne de régulation pharmaceutique AIRP, a insisté sur la nécessité pour les spécialistes du secteur de miser sur une revalorisation de la qualité des produits mis en vente sur le marché. Le professeur Croix Eoulé, coordinateur du programme national de la promotion de la médecine traditionnelle, a abondé dans le même sens. Lui aussi a exhorté les tradipraticiens à privilégier l'usage de plantes authentiques pour la fabrication des médicaments proposés aux populations. Au nom de l'Organisation nationale des associations de praticiens de médecine traditionnelle des districts sanitaires, fêtière regroupant 113 associations, Mamadou Ouattara a reconnu des manquements observés dans le respect du code d'éthique contenu dans les textes de loi relatifs à la pratique de la médecine traditionnelle en Côte d'Ivoire, non sans appeler les tradipraticiens à s'inscrire dans la recherche de l'excellence. Le nord du Niger, théâtre des nouveaux massacres de civils. Au moins 40 morts sont à déplorer dans les villages de Zourak et Daker, dans l'état du Plateau, suite à une descente d'hommes armés qui, selon des sources sécuritaires, fuyaient une opération de police. Le point dans ce élément d'Africa News. Des hommes armés à moto ont attaqué lundi soir 2 villages isolés dans le centre-nord du Nigeria et tué une quarantaine de personnes selon des habitants. Les autorités locales n'ont confirmé de leur côté que la mort d'une douzaine de personnes. Selon la police de l'État du Plateau, les criminels qui ont attaqué les villages de Zourak et d'Akay fuyaient une opération lancée par des forces de sécurité dans la forêt de Bangalala où la police dit avoir neutralisé 7 bandits. Aucun groupe n'a revendiqué la responsabilité de cette attaque dans cette région du Nigeria régulièrement marquée par des conflits fonciers, miniers et intercommunautaires. Ces violences qui secouent la région depuis des années sont souvent liées à la lutte pour le contrôle de l'eau et les terres entre les éleveurs nomades et les agriculteurs ruraux.
Cette région du Nigeria est aussi connue pour ses importantes réserves d'étain, de zinc et de plomb. Les arrestations à la suite de telles attaques sont rares. En décembre, des assaillants ont tué au moins 140 habitants au cours d'une attaque qui a visé plus d'une douzaine de communautés. On poursuit ce journal avec l'actualité présentée ce jeudi. 106 milliards de francs CFA, c'est le montant du prêt accordé par la France à la Côte d'Ivoire dans le cadre de la signature d'une convention de financement de grands projets de développement. Parmi les projets concernés par ce financement, le projet Abidjan Intermobilité, le programme de renforcement des ressources humaines dans le domaine sanitaire et le projet d'appui à la gouvernance financière. Les détails dans cet élément. Contrairement aux tensions observées dans certains pays de la région, l'axe Paris-Abidjan se consolide avec un renforcement de la coopération bilatérale dans divers domaines clés du développement. Illustration ce mercredi 22 mai avec la signature dans la capitale économique ivoirienne de 3 conventions de financement en faveur de l'État de Côte d'Ivoire. Dans le but de soutenir les efforts du gouvernement ivoirien en matière de développement, l'Agence française de développement, l'AFD, a octroyé un fonds de 106 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire. Parmi les secteurs visés par ce financement, le projet Abidjan Intermobilité, qui à lui seul mobilise 72 milliards de francs CFA de ce prêt, devrait à terme faciliter la mobilité des populations abidjanaises en réduisant la durée des trajets et la congestion routière. Quant au programme de renforcement des ressources humaines en santé, dont le but est d'accentuer les efforts en matière de formation et d'augmentation des personnels de santé, il bénéficie d'un financement de 24 milliards de nos francs dans le cadre de ce prêt de l'État français. Enfin, le projet d'appui à la gouvernance financière, auquel 10 milliards de francs CFA sont consacrés dans l'objectif d'améliorer la gestion des finances publiques. Cette signature de convention, notons-le, a eu lieu entre l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, Jean-Christophe Béillard, le directeur général de l'AFD, Adrien Hey, et le ministre ivoirien des Finances et du Budget, Adama Coulibaly. Le chef de l'État rwandais Paul Kagame réaffirmait ce mercredi lors du forum sur la sécurité au Qatar sa volonté de recueillir les migrants en provenance de Grande-Bretagne. Selon le dirigeant rwandais, l'ouverture des frontières du Rwanda aux immigrants clandestins est antérieure à l'accord conclu avec la Grande-Bretagne pour le rapatriement des migrants clandestins qui affluent sur son territoire. On l'écoute dans cet élément. Un mois après l'adoption d'une loi par le Royaume-Uni visant à envoyer certains migrants au Rwanda, le président du pays d'Afrique de l'Est, Paul Kagame, s'est exprimé lors du forum sur la sécurité au Qatar sur ce qu'a toujours été, selon lui, la politique migratoire du pays. La question de la migration et la façon dont on la traite a commencé bien avant le Royaume-Uni. Justement, même aujourd'hui, nous nous occupons et nous traitons les migrants qui sont bloqués en Libye, qui essaient de traverser l'Europe et qui sont restés bloqués, ou d'autres qui meurent en Méditerranée. Et nous avons commencé à fournir ce refuge sûr pour que les gens viennent ici et soient traités ici vers l'endroit où ils voulaient aller. En 2018, cela ne date pas d'hier. À l'époque, nous n'avions aucun accord avec qui que ce soit. Et personne d'autre que nous n'allait donc payer pour cela. Mais les gens travaillaient pour les institutions de migration, les institutions internationales ou encore le HCR. Donc depuis 2018, des centaines et des milliers de personnes ont été amenées par avion de la Libye au Rwanda. C'est ce que le Royaume-Uni a remarqué, je pense, qu'il y avait une autre façon de traiter ce problème, qui s'était transformé en un énorme problème pour eux, comme pour toute l'Europe. L'adoption de la loi par le Parlement britannique en avril dernier ouvrira dès cet été la voie à des vols vers le Rwanda. Au
Au chapitre environnemental, on vous parlait des conséquences dommageables du phénomène El Niño sur la crise climatique dans le monde, le réchauffement de la planète à l'origine de la multiplication des inondations et autres cataclysmes menacent d'exacerber la faim à l'échelle mondiale. Focus sur la problématique avec la rédaction d'Africa News. Le phénomène climatique El Niño, qui exacerbe les impacts de la crise climatique au niveau mondial, entraîne des sécheresses, des inondations et des cyclones tropicaux plus fréquents et plus intenses. Ces modifications significatives des schémas météorologiques ont un impact sévère sur l'agriculture dont dépend notamment 70% de la population d'Afrique australe pour sa subsistance. La région a connu de graves conditions de sécheresse, ce qui a plongé des millions de personnes dans la faim. Parmi les 3 principaux facteurs de la faim, à savoir les conflits, les chocs économiques et les extrêmes climatiques, la dimension climatique est celle qui peut être prédite de la manière la plus fiable, et cela vaut également pour les sécheresses et les inondations liées à El Niño. Nous avons donc ce qu'il faut pour prévoir ces événements dommageables et pour protéger les vies avant qu'elles n'aient besoin d'être sauvées. Ce que nous devons faire, c'est rendre ces systèmes et ces processus accessibles et disponibles, y compris dans les contextes fragiles où les gens sont généralement déconnectés de ces services. Dans d'autres régions, le phénomène climatique El Niño a contribué à de fortes pluies et à des inondations soudaines, touchant près de 850 000 personnes au Kenya, en Somalie, au Burundi et en Tanzanie. Les récoltes ont été détruites et le bétail est mort et des personnes ont été déplacées. Dans l'actualité de ce vendredi, le Centre d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara CNRAO de Cocody est désormais doté d'un centre de nutrition. La première dame Dominique Ouattara, qui avait à ses côtés le ministre de la Santé Déba Pierre, a procédé à son inauguration ce mercredi, offert par la Fondation SIFCA. Ce centre qui permettra de répondre aux besoins nutritionnels des patients atteints du cancer est composé entre autres d'une cafétéria, d'une salle de kinésithérapie, d'un espace de nutrition et de bureau d'une valeur de 200 millions de francs CFA. C'est une petite averse qui a signé l'arrivée de la première dame de Côte d'Ivoire pour l'inauguration ce mercredi 22 mai du centre de nutrition Dominique Ouattara, offert par la Fondation SIFCA au Centre d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara, CNRAO. Le ciel, pourrait-on dire, apportait ainsi sa caution à ce grand geste de solidarité à l'endroit des malades du cancer. Ce centre de nutrition vient ainsi compléter la panoplie des soins de support qui accompagnent le traitement des cancers offerts par le CNRAO. Un état de dénutrition peut entraîner 2 conséquences: une baisse de l'efficacité des traitements et une augmentation des effets secondaires. Or, malheureusement, les causes de dénutrition en cancérologie sont multiples. Elles sont liées non seulement au cancer lui-même, mais elles sont également liées au traitement, avec les conséquences comme les vomissements, la perte du goût des aliments, la perte de l'appétit. Et enfin, elles sont liées à l'état émotionnel lui-même qui vient aggraver cette perte d'appétit. Construit à hauteur de 200 millions de francs par la Fondation SIFCA, dirigée par Henriette Billon, ce centre de nutrition offert au CNRAO fait partie des 250 projets à caractère social réalisés par la Fondation SIFCA au cours de ses 10 ans d'existence. Le centre de nutrition Dominique Ouattara, intégrant toutes les commodités nécessaires à son utilisation, a été entièrement financé par la Fondation SIFCA afin d'offrir un espace de restauration et de rafraîchissement aux patients et à leurs familles, ainsi qu'une cuisine ouverte qui devrait permettre aux associations de malades d'y exercer une activité de restauration afin d'accroître leurs revenus. Pourquoi avoir choisi de nommer ce centre de nutrition Dominique Ouattara? Mais tout d'abord parce que ce choix est entièrement et amplement mérité. Votre générosité que je connais depuis plus de 40 ans est particulièrement impressionnante, Madame la Première Dame. Je me souviens quand j'avais 19 ans, des cadeaux que vous faisiez aux enfants de la rue, à la rue Paris-Village. Et ce qui m'avait marqué à cet âge-là, c'était que vous exigiez, Madame la Première Dame, que ces enfants aient des gros cadeaux, du beau papier cadeau, de la même qualité que les paquets que vous donniez à vos enfants. Mais moi, je ne l'ai jamais oublié. Ça m'a marqué et j'ai toujours voulu vous ressembler
Parce que du haut de mes 19 ans, je me suis demandé comment on pouvait être aussi généreux. Et je suis le témoin vivant, je suis là aujourd'hui et je peux dire, Madame la Première Dame, que vous êtes notre mentor et que je n'aurais pas pu penser à une autre personne que vous pour le nom de ce centre. Endossant au nom du gouvernement cette infrastructure, le ministre de la Santé a félicité l'initiative et son impact sur la santé des malades du cancer. Je souhaite exprimer ma reconnaissance à la Fondation SIFCA et à sa directrice pour son engagement sans faille dans la lutte contre le cancer et pour la création de ce magnifique centre de nutrition Dominique Ouattara que nous inaugurons ce jour. Ce centre comprend une cafétéria, des bureaux pour le personnel, une cuisine pour les ateliers de nutrition et une salle de kinésithérapie entièrement équipée par Madame la Première Dame pour une valeur de plus de 11 millions de francs CFA. Aujourd'hui, Madame la Première Dame, nous sommes heureux de vous dire, et avec joie, que la gestion de la cafétéria sera confiée aux patients du CNRO. Oui, ces femmes fortes qui luttent comme des guerrières contre la maladie du cancer ont été sélectionnées en raison de leur expertise dans le métier de la restauration. En plus de l'équipement de la salle de kinésithérapie pour un montant de 11 millions de francs, la Première Dame de Côte d'Ivoire a offert du matériel de restauration et d'entretien et des vivres pour un montant de 10 millions de francs, plus une enveloppe de 2 millions de francs pour aider les femmes qui vont gérer la restauration à démarrer leurs activités. Autant de gestes qui montrent que c'est avec un grand élan de cœur que la Première Dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a accepté de s'associer à cette action de la Fondation SIFCA. Je salue cette initiative de la Fondation SIFCA qui contribue à faire reculer la maladie chez les patients. C'est pourquoi je tiens à remercier les généreux donateurs pour cette action de haute portée humanitaire. Je voudrais remercier tout particulièrement ma nièce, Henriette Billon, pour la vision humaniste de la Fondation. Chère Henriette, ton engagement aux côtés des populations les plus vulnérables est remarquable. Je salue ton action qui aura, j'en suis convaincue, un impact majeur sur l'équilibre et la guérison des patients reçus au CNRAO. Mes encouragements vont enfin à l'endroit de mes sœurs qui luttent au quotidien contre le cancer. Je salue votre résilience et votre courage. Ce centre de nutrition est le vôtre et je vous exhorte à en profiter pleinement afin d'améliorer votre état de santé. J'encourage celles d'entre vous qui auront à charge la gestion de la restauration à mener ce projet à bien pour leur autonomisation. La remise symbolique des dons et la visite du nouveau centre de nutrition Dominique Ouattara est venue clore la cérémonie. C'est un gros soulagement qui s'annonce pour les familles des victimes de la crise post-électorale de 2010 à 2011. 13 ans après le conflit, certaines n'ont toujours pas eu la possibilité d'inhumer leurs proches tués au cours des combats. Cela sera bientôt chose faite le 5 juin prochain, selon la ministre de la Solidarité, Belmondo Dogo, qui l'a annoncé mardi au cours d'une rencontre avec les concernés. Regardez. Elles sont encore nombreuses, ces familles de victimes de la crise post-électorale 2010-2011 qui attendent toujours de faire le deuil de leurs proches décédés durant ces violences politico-militaires. Visiblement, l'on s'achemine vers un règlement définitif de cette question, à en croire la ministre de la Cohésion nationale, de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Belmondo Dogo, qui lors d'une rencontre ce mardi 21 mai avec les dites familles, a rassuré que les dépouilles de leurs proches leur seront remises le 5 juin prochain. Savoir son parent bien enterré permet de pouvoir tourner la page et apprendre à revivre, a indiqué la ministre. 13 ans après le conflit, qui de sources officielles a fait au moins 3000 morts, de nombreuses victimes sont toujours portées disparues. Terminons ce tour d'horizon avec le chef de la junte au pouvoir au Tchad pendant 3 années. Depuis la mort de son père Idriss Déby en avril 2021, le général Mahamat Déby Itno a réussi à se faire élire au thème du scrutin présidentiel du 6 mai. Lors de sa prestation de serment ce jeudi à N'Djamena, le premier président démocratiquement élu de la 5e République s'est engagé à respecter et à faire respecter la Constitution. Cérémonie solennelle avec de nombreux chefs d'État de la sous-région. Le président élu du Tchad, Mahamat Idriss Déby, a prêté serment jeudi à N'Djamena.
Le général de 40 ans et chef de la junte militaire au pouvoir depuis 3 ans a été élu avec 61% des suffrages le 6 mai dernier, selon les résultats définitifs proclamés il y a une semaine par le Conseil constitutionnel. Et il avait face à lui son premier ministre Succès Masra, crédité de 18,5% des suffrages. L'opposant rentré d'exil quelques semaines avant les élections a vu son recours en annulation rejeté par le Conseil. Mahamat Idriss Déby succède ainsi à son père, le président Idriss Déby Itno, tué au combat contre les rebelles en 2021 après 3 décennies de règne. Il s'agit du tout premier transfert démocratique du pouvoir dans ce pays de 18 millions d'habitants depuis son indépendance en 1960. C'est la fin de cette grande édition préparée par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité et bonne suite de programme sur A12 Télévision.